très cher confrère. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Université officielle de Mbuji-Mayi à l'occasion de ce point de presse du recteur, le professeur Albert Apollinaire Tshibaka. Je voudrais nous inviter, nous tous qui sommes dans la salle, de mettre nos téléphones sous mode vibreur. Ça, c'est des 1. L'autre consigne que j'aimerais donner, c'est aux confrères journalistes, lorsque le moment viendra de poser des questions, soyez les plus concis possible, étant donné que notre temps à nous tous est tellement précieux. Cette conférence de presse n'est pas une occasion de lancer des polémiques inutiles. Nous devons avoir à l'esprit que nous sommes une université, un lieu d'excellence où les polémiques et les autres racontards inutiles n'ont pas de place. Et donc le recteur va faire un exposé. Après son exposé, vous allez poser toutes les questions que vous avez depuis quelques semaines maintenant sur la santé de notre université. Monsieur le recteur. Donc avant de répondre à vos questions, j'ai voulu prononcer un mot que j'ai intitulé « Poursuivre le rêve et le combat pour une véritable université ». Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais enfreindre l'un des principes de ma vie en prenant la parole devant vous pour répondre aux diverses accusations que de bonne ou de mauvaise foi, plusieurs personnes ont déversées contre moi depuis la première quinzaine du mois d'août 2022, principalement dans les réseaux sociaux et dans les médias, dans certains cercles partisans et dans certains conciliabules tribalistes. En effet, le cheminement personnel m'a profondément convaincu de l'inutilité et même de la perversité d'un tel exercice, parce qu'il met au centre le moi blessé dans son orgueil et dans ses apparences devant les hommes, et fait souvent oublier que l'humilité, la vertu de l'homme qui occupe seulement la place qui lui revient, passe aussi par l'humiliation. Car nous ne sommes jamais ce que les autres pensent ou disent de nous, mais ce que nous sommes dans la vérité de notre conscience, c'est-à-dire ce que Dieu sait et dit de nous. Cependant, j'ai décidé de parler, non pas pour défendre ma personne contre certaines opinions hostiles, mais pour 4 raisons majeures. 1. Le devoir de redevabilité à l'égard d'une institution publique dont la haute direction m'est confiée par l'État congolais. 2. Le devoir d'exemplarité à l'égard des jeunes universitaires qui, dans leur formation, ont le droit d'avoir des références morales et sociales crédibles. 3. Le devoir de requinquer mon équipe de travail et de redonner espoir à ceux qui sont convaincus que mon mandat à la tête de l'Université officielle de Mbuji-Mayi est un tournant qui en changera la face de manière irréversible. 4. Le devoir de vérité à l'égard de toutes les personnes qui croient au ministère sacerdotal et qui sont scandalisées par les abus qui me sont injustement imputés. Quoi qu'il en soit, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que cet exercice d'explication doit se faire dans l'humilité, dans le respect de la dignité de l'autre. D'autant plus que se défendre contre l'autre, c'est souvent accuser l'autre, avec tout ce que cela peut comporter comme tentation de vengeance au nom de la vérité proclamée sans charité. Au lieu de sagesse, de science et d'humanité, l'université perd lorsque, surtout à la faveur de nouveaux moyens de communication sociale, ses membres cèdent à la vulgarité et manquent au devoir élémentaire de courtoisie, même à l'égard de l'adversaire. Mesdames et messieurs, avec l'accord de mon évêque, en date du 19 mai 2021, j'ai été nommé recteur de l'Université officielle de Mbuji-Mayi le 25 juin 2021 par son Excellence M. Mohindo Zangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire.
La remise reprise a eu lieu le 12 juillet 2021 en présence d'un officier de police judiciaire du parquet de Mbuji-Mayi, lequel avait ordonné la casse de la porte du rectorat, car le recteur sortant avait choisi de s'absenter dans l'attente de la décision du Conseil d'État qu'il avait saisie contre la décision ministérielle mettant fin à son mandat. D'ailleurs, il ne s'est jamais fatigué de le faire, et sa dernière requête au Conseil d'État pour être rétabli dans ses fonctions à la tête de l'Université officielle de Mbuji-Mayi date de janvier 2022. Si je peux en faire un bref portrait, voici en 10 traits l'Université officielle de Mbuji-Mayi que le 12 juillet 2021, j'ai reçu de mes prédécesseurs. 1. Elle était une université acquise dans les larmes, le sang et la sueur. Patrimoine d'un peuple rejeté ailleurs et uni par le rêve de se doter d'un cadre de recherche scientifique poussé et de formation académique spécialisée pour se donner un autre destin sur la terre de ses ancêtres. 2. Elle était la plus grande institution de recherche et d'enseignement de la région de Mbuji-Mayi, avec cette faculté de spécialisation, dont 3 vont jusqu'au doctorat, avec environ 9000 étudiants, mais seulement 3000 officiellement déclarés et budgétisés, avec 850 employés, dont 36 professeurs. 3. Elle avait des auditoires et des bureaux insuffisants et délabrés. Une bibliothèque avec peu d'ouvrages et en grand retard par rapport aux grandes productions scientifiques. Un laboratoire rudimentaire de médecine et d'agronomie, sans logement et moyens de transport pour les autorités académiques. 4. Elle était une université avec un personnel académique insuffisant, surchargé et dévoué, mais avec un personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier pléthorique. Et elle était sans tradition de recherche scientifique institutionnalisée. 5. Elle devait près de 5000 diplômes à des finalistes qui, entre 2013 et 2020, lui avaient dûment versé tous les frais exigés par l'État congolais, mais des frais qui n'avaient pas été affectés à cette fin. 6. Elle était endettée de près de 800 000 $ auprès de certaines banques commerciales de la place, notamment pour des auditoires qui n'ont jamais été construits, mais aussi auprès des institutions publiques, des professeurs, des enseignants et de tierces personnes. 7. Elle était au tribunal avec certains de ses prestataires de services pour n'avoir pas honoré ses obligations, engagée dans des procès qu'elle devait perdre en toute justice. 8. Elle jouissait d'une mauvaise réputation à cause entre autres de la gestion mafieuse de ses ressources matérielles, des pratiques consolidées de trafic d'influence et de corruption académique et de la violence permanente de certains groupes d'anciens ou de nouveaux membres. 9. Elle n'avait pas pris le soin de constituer toute la mémoire documentaire et culturelle de son histoire spécifique par une conservation ordonnée et rigoureuse de ses archives. 10. Elle était une institution qui évoluait sans un plan stratégique de protection et de consolidation des acquis, de gestion des défis du présent et des perspectives à court et à long terme par rapport à sa mission de recherche, d'enseignement et de service social. Mesdames et messieurs, face à cet héritage, et après des réunions de concertation avec tous les corps de l'université, nous avons compris que le grand défi que nous avions à relever était de faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université en posant les bases d'une gestion saine de ses ressources humaines et matérielles. Pour ce faire, pendant cette première année de notre mandat, nous avons priorisé 4 grands axes. L'assainissement, la prise en charge, la formation permanente et la discipline du personnel. La diversification et l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la recherche. La constitution du patrimoine de base. La professionnalisation et la transparence de la gestion financière. En rapport avec l'ensemble du personnel, le travail que nous avons réalisé pendant cette première année nous a permis, entre autres, de 1. Promouvoir la liberté de pensée et d'expression
et organiser les cadres permanents de dialogue et de concertation avec les différents membres de la communauté universitaire. 2. Libérer notre université de 381 agents payés par l'État congolais et pris en charge par l'université alors qu'ils étaient soit fictifs, soit irréguliers. 3. Redistribuer les tâches administratives et instaurer un contrôle efficace de présence de manière à garantir l'utilisation rationnelle de tout le personnel. 4. Doter tout le personnel et tous les étudiants d'une carte d'identité de notre université, notamment pour éviter la substitution frauduleuse d'individus. 5. Entreprendre les démarches nécessaires pour la régularisation de la situation d'emploi et des salaires du personnel actuel, dont l'effectif est passé de 850 à 469 agents. 6. Améliorer et mensualiser la prime locale, laquelle est passée d'une moyenne annuelle de 3 tranches à 10 mois. Un mois de prime aujourd'hui, équivalent souvent à la totalité de la prime que l'on touchait avant pendant toute une année. 7. Garantir l'assistance sociale à tout le personnel à travers une caisse de solidarité interne. 8. Rendre visible et soigner l'image de notre université dans les médias et dans les réseaux sociaux. 9. Recycler, professionnaliser et équiper la police universitaire en tenue et en matériel moderne de communication. 10. Mettre en marche un programme de formation permanente du personnel administratif, technique et ouvrier. 11. Organiser des élections libres, transparentes et apaisées de la coordination estudiantine. 12. Libérer le rectorat et le comité de gestion de toute emprise de groupes d'agitateurs et de tireurs de ficelles. Mesdames et messieurs, en rapport avec la qualité de l'enseignement et de la recherche, cette première année de notre mandat nous a permis de 1. Doter notre université d'un plan stratégique quinquennal dont la version définitive sera adoptée en décembre 2022. 2. Doter notre université d'une charte de l'étudiant comme référence éthique à même de l'aider à mieux profiter de son temps de formation, charte entrée en vigueur depuis le 5 janvier 2022. 3. Instituer 9 prix d'excellence pour stimuler les étudiants et primer les meilleurs. 4. Renvoyer définitivement tous les étudiants impliqués dans les scènes de violence et dans les opérations de corruption. 5. Organiser 2 nouvelles facultés, la faculté de pharmacie et la faculté de polytechnique. 6. Libérer l'université de 94 assistants dont la majorité ne remplissait même pas les conditions académiques de base pour les recrutements à cette noble fonction. 7. Instituer et doter la bourse Dr Etienne Tshisekedi Mulumba qui permet déjà d'accompagner financièrement tous nos 188 assistants et chefs de travaux aux études de 3e cycle et de doctorat en Mbuji-Mayi, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kisangani et ailleurs, avec l'espoir d'avoir au moins 5 docteurs et 80 doctorants en 2023 si chaque boursier prend au sérieux ses études. 8. Intégrer le personnel scientifique méritant ainsi que les étudiants venus des facultés de médecine fermées du Kasaï oriental, de l'Omami et des régions voisines. 9. Apurer progressivement la dette des diplômes dus aux ressortissants de l'université et normaliser les relations avec l'Ordre national de médecins. 10. Confier l'enseignement exclusivement aux professeurs qualifiés, dont plusieurs non prestigieux, et sous leur responsabilité directe aux assistants et aux chefs de travaux avec un diplôme d'études approfondies. Le reste du personnel scientifique devant s'occuper seulement des tâches qui correspondent à leur qualification. 11. Moderniser les conditions d'accueil des professeurs visiteurs dans la maison d'accueil de l'université baptisée par nous Village Professeur Alexis Mpoyi Mokala. 12. Combattre et sanctionner sévèrement la vente des syllabus, la corruption académique, le trafic d'influence et le harcèlement sexuel des étudiants. 13. Instituer l'anonymat dans la correction et la délibération des examens
pour éradiquer la corruption des résultats et le trafic d'influence. 14. Instituer la tenue annuelle et obligatoire des journées scientifiques pour chaque faculté et d'un colloque interdisciplinaire pour toute l'université. 15. Créer la revue Loubilangi, dont le premier numéro sera sur le marché en décembre 2022. 16. Mettre en marche divers partenariats stratégiques avec des universités et des fondations d'Europe et d'Amérique. Mesdames et messieurs, en rapport avec le patrimoine, cette première année de notre mandat nous a permis d'atteindre les résultats suivants. 1. La reconstitution en cours des archives administratives et scientifiques de notre université et l'organisation en cours de la célébration scientifique et culturelle de son trentenaire d'existence. 2. Les démarches en cours d'une part pour l'obtention du titre de propriété des terrains de Chibombo et de Kalenda Kachila et d'autre part pour la fin du litige foncier avec le diocèse de Mbujimaï en rapport avec le terrain de Kansele, ainsi que pour l'extension de ces derniers par rachat des terrains de nos voisins. 3. Les démarches avancées pour l'implantation d'un centre de recherche approfondie et de vulgarisation des techniques agricoles en collaboration avec une fondation allemande. 4. L'exécution des travaux de construction de la nouvelle université officielle de Mbujimaï depuis le 19 avril 2022, grâce à une dotation spéciale de la présidence de la République et du gouvernement pour des bureaux, 16 auditoires et une résidence de 600 étudiants. Mais prévu sur base des effectifs manipulés des étudiants, les 16 auditoires sont insuffisants parce que leur capacité totale est de 3200 places, alors que notre université accueille environ 11 000 étudiants et a besoin de 65 auditoires. 5. L'alimentation en énergie électrique permanente de tous nos bureaux et de la résidence des visiteurs grâce aux nouvelles technologies d'énergie solaire, épargnant ainsi notre université du recours coûteux à des sources d'énergie polluantes et non renouvelables. 6. La création d'un premier laboratoire informatique de notre université, ainsi que l'informatisation de tous ses services, grâce à l'acquisition d'une centaine d'ordinateurs et d'un lot important d'imprimantes, de projecteurs et autres accessoires. 7. La dotation déjà effective de notre bibliothèque avec plus de 2000 livres, grâce à la générosité de plusieurs bienfaiteurs et au travail de nos ambassadeurs du livre, en attendant l'arrivée prochaine d'un conteneur de 40 pieds avec plus de 20 000 livres. 8. L'acquisition d'un minibus et de 11 motos pour la mobilité des professeurs visiteurs et de certains cadres de l'administration et de la coordination estudiantine. 9. L'acquisition de 301 bancs, 1550 chaises et d'autres meubles pour les bureaux et les auditoires. 10. Les démarches en cours pour l'acquisition d'un laboratoire de géologie et d'un studio multimédia. 11. La location d'une quarantaine d'auditoires et de bureaux sur l'ensemble de la ville pour assurer le déroulement normal des enseignements et du fonctionnement pendant cette phase de travaux de construction de notre nouvelle université. Mesdames et messieurs, en rapport avec les finances, voici les 9 principales réalisations de notre comité de gestion pendant la première année de notre mandat. 1. Le recyclage du personnel du service financier afin de l'aider à bien assumer ses fonctions, la majorité ne jouissant pas d'une bonne préparation. 2. La suppression de toutes les caisses de perception ou de gestion des fonds à différents échelons à l'université officielle de Mbujimaï, secrétariat général académique et administratif, faculté, département, coordination estudiantine et autres. L'administration du budget restant le seul service compétent à la matière, avec une seule caisse physique pour des urgences et selon des normes et des procédures bien définies. 3. La suppression de la budgétivore brigade financière qui était chargée du contrôle et du recouvrement forcé des frais académiques pendant les sessions des examens, avec l'option de la substituer par le contrôle informatisé de l'état de paiement de chaque étudiant et son enrôlement automatique pour les examens. 4. La bancarisation du paiement des frais des divers ordres par les étudiants, de la paie de la prime locale et des fonctions, ainsi que de grands achats. 5.
la dotation de toutes les structures de l'Université officielle de Mbuji-Mayi d'un budget réaliste et réalisable, adopté par l'autorité budgétaire compétente et dont les données émargent au budget global de l'université. 6. L'organisation des 2 audits externes, respectivement en août et en décembre 2021. 7. L'institution d'un service d'audit financier interne rattaché au rectorat et au moins d'un audit externe annuel. 8. Le paiement ponctuel des dettes bancaires et administratives héritées ainsi que de toutes les pénalités y afférentes. 9. Le règlement à l'amiable de tous les litiges hérités et pour lesquels nous étions en procès avec la certitude objective de perdre. Mesdames et messieurs, malgré ces résultats encourageants, je dois reconnaître que notre administration des budgets a buté contre 2 grands problèmes. Le problème de compétences professionnelles et le problème d'honnêteté morale. En ce qui concerne la compétence professionnelle, je noterai seulement ces 4 faits objectivement établis. 1. Incapacité absolue à comprendre et assumer la fonction dans toute sa complexité, malheureusement réduite à une espèce de caisse de dépenses. 2. Incapacité absolue à organiser, conduire et contrôler efficacement tous les services techniques auxiliaires, malheureusement condamnés à l'inefficacité. 3. Incapacité absolue à concevoir, élaborer, justifier, exécuter, suivre et évaluer les budgets. La charge effective du travail technique revenant plutôt à un autre membre du comité de gestion. 4. Incapacité absolue à tenir la comptabilité financière, à planifier les dépenses, à faire face aux urgences et à élaborer les rapports financiers journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels, exception faite de la fiche journalière de la caisse physique. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'honnêteté morale, je relèverai seulement ces 5 faits suffisamment documentés. 1. Suspicion, allergie et obstruction à tout contrôle, avec chantage et menaces contre le personnel interne ou externe commis à la tâche. 2. Entorse volontaire à la mise en place de la comptabilité bancaire en vue d'entretenir le flou dans le contrôle des frais dus par les étudiants et favoriser ainsi la régularisation frauduleuse de leur enrôlement pour les examens. 3. Connexion mafieuse avec des agents de certaines banques commerciales locales pour opérer sur les comptes de l'université en marge des canaux établis avec des extraits bancaires manipulés pour les besoins de la cause. 4. Soustraction des fonds dans le transfert physique d'une banque à une autre. 5. Utilisation abusive des fonds de la caisse physique, plaçant souvent le comité de gestion devant des faits accomplis. Mesdames et messieurs, grâce à l'implantation effective de la comptabilité bancaire, à la dénonciation de l'un de nos professeurs et de certains de nos étudiants, et au professionnalisme de notre cellule d'informatique, le comité de gestion de notre université a identifié et documenté 1. Un réseau interne de perception frauduleuse des frais académiques des étudiants. 2. Un réseau interne et externe de fabrication et de validation des faux bordereaux bancaires des frais académiques. 3. Un réseau de détournement des fonds de l'université impliquant des agents internes et des agents des deux banques commerciales de la place. 4. Un réseau interne d'intégration frauduleuse des personnes étrangères à l'université officielle de Mbuji-Mayi dans la prise en charge salariale par l'État. Pour démanteler le réseau des perceptions frauduleuses des frais académiques ainsi que celui des faux bordereaux bancaires, le comité de gestion de l'université officielle de Mbuji-Mayi a initié un nouveau contrôle de l'état de paiement des frais académiques de chaque étudiant sur base des données bancaires et des pièces justificatives. Le contrôle effectué lors de la session de juillet 2022 ayant été volontairement corrompu. Pour démanteler le réseau de détournement bancaire des fonds de l'université, le comité de gestion a déjà saisi les 2 banques concernées et leur a apporté toutes les preuves objectives en sa possession.
Il vient aussi de fermer tous les comptes de notre université dans leurs livres et souhaite qu'elles assument toute la responsabilité des préjudices qu'elles ont fait subir à notre université. Pour démanteler le réseau d'intégration délictueuse des personnes étrangères à notre université, le comité de gestion a élaboré une nouvelle liste déclarative de tout notre personnel, identifié les intrus et proposé à l'autorité leur remplacement numérique par nos vrais agents. Pour sa part, du 28 août au 4 septembre 2022, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a diligenté un audit financier institutionnel de notre université par une équipe de 3 membres. Un expert du cabinet du ministre, un expert du cabinet du Conseil d'administration de l'Université du Congo, un expert du secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire. Après son séjour en Mbuji-Mayi, du 12 au 13 septembre 2022, avec le Premier ministre, le ministre de tutelle a pris par un arrêté du 14 septembre 2022 les sanctions administratives qui s'imposent. En nommant un nouvel administrateur des budgets, il nous offre l'opportunité d'assainir la gestion et le personnel de nos finances dans le respect de toutes les procédures. Car sans finances saines, nous n'atteindrons jamais l'objectif de faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université. Mesdames et messieurs, en fonction de ces divers protagonistes et de ces multiples enjeux, l'agitation que nous venons de vivre dans notre université peut être lue de différentes manières. Pour ma part, elle est, entre autres, une école qui m'a permis de comprendre davantage le fonctionnement de notre société ainsi que 4 des mécanismes qui bloquent son essor. 1. Le piège des intérêts privés. La priorité des intérêts privés sur l'intérêt commun est une folie qui ne connaît pas de limites éthiques, qui se moque de la dignité des personnes et qui ignore la voix de la conscience, même dans les chefs des responsables qui reçoivent de leur université une prise en charge matérielle et des avantages sociaux censés les protéger de la cupidité et les pousser à servir avec dévouement et abnégation. Nous ne ferons rien pour notre université tant que nos intérêts matériels privés seront la seule cause pour laquelle nous nous battons. L'ouvrier mérite le salaire seulement pour toute goutte de sueur qui de son front a apporté un plus à l'œuvre dans laquelle il est engagé. Oublier notre université, ses problèmes et son avenir, et nous préoccuper seulement de ce que nous devons en tirer pour notre sécurité matérielle est un piège dont nous devons tous nous prémunir si nous voulons que notre temps soit un tournant décisif dans son histoire trentenaire. Car pour certains, la première tentation en ces temps des eaux agitées est de sacrifier l'université, de monter les enchères syndicalistes et de se remplir les poches au risque d'oublier que, par rapport à tout notre passé, à nos ressources réelles et à nos nombreux besoins, nous sommes l'une des universités congolaises qui traitent les mieux leurs agents. 2. Le délire des réseaux sociaux. Pendant les 5 dernières semaines, les problèmes de notre université ont été gérés dans les réseaux sociaux, dans certains médias tendancieux et dans la distribution massive des tracts, alors que les problèmes administratifs se résolvent dans les bureaux et dans les faits, ainsi que vient de le faire son Excellence, Monsieur le ministre Mouindo. Dans une espèce de délire collectif qui peut être un sujet intéressant d'un mémoire de licence au département des sciences d'information et de communication, des universitaires ont utilisé les réseaux sociaux et une certaine presse pour fomenter et alimenter la haine et la rumeur, inhiber tout esprit critique et propager le mensonge, défendre et innocenter les coupables, accuser et culpabiliser les innocents, couvrir le mal et détourner l'attention du vrai problème. Avec un cynisme qui n'a sa mesure que dans la haine vouée à la personne, tous les moyens ont été bons pour justifier la fin poursuivie. Associations fictives, accusations sans preuve, légendes chimériques, fabulations théâtrales sur l'empoisonnement et les mauvais sorts, hallucinations sur des allégeances ésotériques et maléfiques, documents administratifs inventés et publiés,
usurpation d'identité et de fonction, interviews diffamatoires diffusées sans vérification préalable ni droit de réponse, attribution de nouvelles identités ethniques et nationales, manipulation tribaliste et partisane, mythe de corruption à grande échelle. Dans un livre sous presse et qui sera disponible au mois d'octobre, j'aborde cette question, entre autres dans un chapitre intitulé « Les linges sales se lavent désormais dans les réseaux sociaux ». J'y cite cette phrase du professeur et philosophe italien Umberto Eco, qui est aussi un grand spécialiste de la communication de masse. Je cite: « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. Or, on les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. » Fin de citation. Et dans ce même livre, j'affirme ce qui suit. Je cite: « Malgré tous leurs nombreux bienfaits, lorsque nous n'en faisons pas un bon usage, les réseaux sociaux se retournent contre l'homme et contribuent à la construction d'un monde d'imbéciles. Les imbéciles qui parlent sans aucun filtre éthique, mais qui se sont pourtant convertis à maîtres de l'opinion publique, et les imbéciles qui perdent leur précieux temps et leurs pauvres ressources matérielles à les suivre et à propager leurs paroles. Les pesanteurs me rappellent la déclaration des notables du Kasaï oriental qui, au nom de certains réseaux identitaires, avaient saisi les hautes autorités du pays pour solliciter l'annulation de ma nomination au rectorat de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Mais ces pesanteurs me convainquent de la pertinence du deuxième colloque interdisciplinaire de Ngandanjika qui aura lieu du 28 au 30 octobre 2022. Tandis que le premier colloque, tenu du 27 au 29 octobre 2021, avait porté sur le village et l'avenir de l'Afrique noire, ce deuxième colloque traitera de l'ethnie, la nation et l'Église en RD Congo, problèmes historiques et propositions pour l'avenir. Dans l'argument de ce colloque, on lira ceci. Je cite: « L'histoire de la République démocratique du Congo peut être aussi définie comme le drame et le défi des nations indigènes condamnées par le fait d'une décision prise par d'autres à constituer une communauté de destin politique et historique. Au bout de 137 années d'existence, cette République léopoldienne est tellement assumée par ses citoyens qu'elle a résisté aux sécessions kassaïennes et katangaises des premières heures de l'indépendance, aux guerres lumumbistes des années 1960, aux discriminations et aux épurations ethniques à répétition, ainsi qu'aux projets et aux guerres de balkanisation en cours depuis près de 3 décennies. Mais cette République est aussi un champ où, cédant aux susceptibilités, aux manipulations de tout genre, des communautés d'une même nation coloniale ont de sérieuses difficultés à vivre ensemble au nom de leurs identités ancestrales, administratives ou confessionnelles, avec une haine qui, dans bien des cas, leur fait souvent préférer l'étranger aux compatriotes. Pour ainsi dire, être congolais est une citoyenneté bâtarde, dans laquelle le vivre et bâtir ensemble est remis en question par les frontières de la haine, d'exclusion et de violence imposées par les appartenances ancestrales et par des découpages administratifs souvent arbitraires. 4. Le spectre du découragement. Les 5 semaines de diffamation planifiées, d'injures grossières et de discriminations honteuses que nous venons de vivre peuvent facilement conduire au découragement à un travail de basse qualité. Mais dans notre cas, elles sont un stimulant, une invitation à mieux faire pour avancer en mer profonde. Comme je le vis depuis ma nomination comme recteur de notre université, j'avance convaincu qu'il y aura encore beaucoup d'autres tempêtes, certaines violentes et d'autres faibles. Car comme le dit Jésus, quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Il prend avec lui cet autre esprit, encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Mais j'ai confiance
parce que je ne suis pas seul dans la barque qui veut que notre université aille plus loin. J'y suis avec quelqu'un qui a le pouvoir sur toutes les eaux agitées. Aussi, j'ai la responsabilité d'avoir la candeur de la colombe et la prudence du serpent, parce que notre université est aussi une mare où des crocodiles sont tapis en embuscade, prêts à dévorer sous n'importe quel prétexte. Je n'ai pas accepté d'être recteur pour des avantages matériels, parce que je sais en avoir ailleurs, mais parce qu'il y a des valeurs qui sont au-delà des biens matériels et des causes qui méritent notre sacrifice pour les autres. Je ne vais pas céder au spectre du découragement et de la médiocrité. Je suis plutôt un apostolat au nom de l'Église catholique et de mon sacerdoce, comptant toujours sur la grâce de Dieu et sur le concours des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont conscients des enjeux du moment et qui savent que l'université officielle de Mbuji-Mayi mérite le sacrifice de tous pour le bien de tous. Le rectorat n'est pas une question de pouvoir et d'argent, mais un service d'accompagnement et de formation de l'élite intellectuelle de notre communauté. La tâche est lourde, mais je crois que, malgré mes limites et mes erreurs, la grâce de Dieu m'accompagnera toujours. Mesdames et messieurs, je suis un passager, un recteur de transition entre deux manières de faire l'université. Je ferai mon temps et ma petite part en donnant le meilleur de moi-même, et je céderai le fauteuil en transmettant mieux que j'ai reçu le 12 juillet 2021. Mon successeur n'aura pas une tâche facile, parce qu'il sera jugé sur sa capacité à poursuivre les réformes, à combattre les antivaleurs, à résister à la méchanceté des ennemis de l'excellence, à construire sur les bases éthiques, administratives, scientifiques et académiques que nous sommes en train de poser maintenant et qui, en une année, ont complètement changé l'image sociale de notre université. Mon rêve est de lui léguer une université avec un minimum d'infrastructures adéquates à sa mission, résolument engagée dans la recherche scientifique et dans la responsabilité sociale. Une université où l'enseignement ne sera assuré que par des professeurs qualifiés et en nombre suffisant. Mon rêve est de lui léguer une université gérée dans la transparence et l'honnêteté, qui aura éliminé de ses mœurs la cupidité, le vol, la corruption, la violence, les intrigues, les coups bas et le favoritisme. Mon rêve est de lui léguer une université étrangère aux discriminations et manipulations raciales, tribales, religieuses, idéologiques et politiciennes. Mon rêve est de lui léguer en bonne forme une université qui a tout pour être la meilleure université de l'ensemble de la région du Kasaï. Que Dieu bénisse l'université officielle de Mbuji-Mayi. C'est aussi de ces privilèges que vous nous accordez aujourd'hui, comme vous l'aviez promis, d'être devant la presse pour fixer ou éclairer l'opinion. Devant cet exposé magistral de 14 pages, ce n'est pas une émission, plutôt un point de presse. Sur la base, j'ai choisi le troisième point de votre exposé à la 8e page. Le problème de compétences professionnelles. Vous les avez énumérés, tous ces problèmes. Cependant, ma préoccupation est la suivante. Quand avez-vous constaté ces problèmes de compétences professionnelles et aussi de probité ou d'honnêteté morale? Et c'est au cours ou à la veille de ces 5 semaines de tumulte et d'agitation dans les réseaux sociaux, où vous l'avez constaté avant? Si vous l'avez constaté avant, pourquoi ce silence? Un silence coupable ou un silence de défaillance? Je crois que vous annoncez la tenue d'un colloque. Le premier colloque a eu lieu il y a une année, presque une année en Andashika, et vous annoncez un autre au mois d'octobre, en Andashika toujours. Si vous ne versez pas dans les velléités d'autres tribus claniques, pourquoi ne pas le tenir soit à Chibata ou à Mukamba? La troisième
elle n'est pas une préoccupation, plutôt un constat. À la 11e page, vous faites allusion à Umberto. Nous constatons que c'est une forme de prétérition. Vous avez aussi répondu à ces colibés, parce que moi je peux dire, la question c'est de savoir, vous avez aussi proféré des injures ou bien vous avez répliqué? Ou vous avez répliqué? Et presque à la fin, merci Arsène, je termine par là. Soyez concis. D'accord, merci. Je dois être concis. C'est le cas de le dire. Ça a été dit. Vous n'avez pas évoqué. Et en vous posant cette question, je ne sors pas du cadre de ce point de presse. Parce que c'est un point de presse sur la vérité. Quel est le rôle concret que le ministre national à la recherche scientifique, nous citons José Mpanda-Kabang, a joué dans cette crise, surtout pour que vous soyez maintenu à la tête de l'université officielle de Mbuji-Mayi, parce que les réseaux sociaux ne vous avaient pas aussi innocenté. Dans cette conférence, pour ne pas parler des individus, parler seulement de l'institution. Tout ce qui touche une personne humaine mérite notre respect, quelles que soient les situations, les circonstances ou les sentiments personnels. Les nominations à l'issue relèvent de la compétence de l'autorité de tutelle. Et ça ne passe pas par une sélection faite par les recteurs. Le recteur est nommé comme tous les autres membres. Il y a des cas où des gens peuvent être consultés, mais c'est le ministre qui décide et les facteurs dans lesquels, les circonstances dans lesquelles cela est décidé échappent généralement, dans mon cas, m'échappent généralement. Et donc, le comité de gestion, ce n'est pas une entreprise dans laquelle le recteur a recruté. C'est plutôt un corps dans lequel le recteur a été nommé avec d'autres personnes, avec une présomption de compétence. Ça va? Donc, permettez-moi de m'arrêter par là. Alors, pour ce qui est du colloque, si je comprends bien, pourquoi en Ndandjika et pourquoi pas ailleurs, pourquoi pas seulement là-bas. Donc, Ndandjika, c'est chez moi. C'est là que j'ai une base de travail social qui ne s'arrête pas seulement là-bas, qui est étendue à d'autres endroits. Et c'est là que, du point de vue, par exemple, des infrastructures, j'ai une capacité d'accueil qui ne va pas m'écouter. Parce que je peux loger des gens gratuitement. Je peux organiser, avoir une couverture médiatique gratuite assurée par notre radio. Donc il y a donc tous ces facteurs-là qui jouent. Si quelqu'un veut qu'on organise cela ici et qu'il nous offre les moyens matériels, nous sommes très disposés à le faire. Mais ne tombons pas dans la condamnation gratuite des initiatives. Ce qu'on doit dire, c'est est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Dans la mesure où c'est bien. Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Dans la mesure où ce n'est une offense à personne, je ne vois pas où se trouve le problème. Je voudrais plutôt inviter les gens à une certaine émulation. Moi, je suis de Ndandjika, j'aime chez moi, mes parents m'ont appris à aimer mon village. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur village, qui ont peur de leur village, qui ont leurs enfants, ne les amènent jamais dans leur village. Moi, j'ai été éduqué autrement. J'ai été éduqué à aimer chez moi. Je serais vraiment heureux que toutes les personnes aiment leur village et fassent dans leur village tout le bien qu'ils peuvent faire. Imaginez que chacun de nous, ou tous ceux qui ont pu émerger dans nos villages, investissent chez eux, nos villages changeraient. Peut-être vous évoquez le projet du Touma, nous agissons au-delà des Ndandjika, on est présent à Dito, on est présent ici en Mbuji-Mayi, peut-être pas de manière visible dans les orphelinats et tout ça, mais j'aurais voulu que beaucoup de gens fassent cela. Ce n'est pas du tribalisme, c'est un défi. Faites chez vous comme moi je fais chez moi. Si tous on faisait comme ça, nos villages seraient très développés. Voilà donc ce que je veux dire. Ça va? Quand vous lisez le texte d'Umberto Eco et le commentaire que j'en fais, quand vous lirez mon livre, il sera disponible fin octobre. Je le présenterai à l'occasion du colloque, du deuxième colloque de Ndandjika.
les termes disent ce que devient notre société. En fait, nous sommes dans une société, du fait d'un mauvais usage des réseaux sociaux, nous sommes dans une société des imbéciles, à commencer par moi-même. C'est-à-dire, si vous ne développez pas l'esprit critique, parce que se dit, donc c'est vrai. Et donc, il y a une simplification, il y a une inhibition de l'esprit critique. Et lorsqu'il y a une inhibition de l'esprit critique, nous devenons des imbéciles. Qu'est-ce qu'un imbécile? C'est quelqu'un qui a perdu son esprit. C'est ça l'imbécile, littéralement. C'est-à-dire, vous avez perdu votre esprit critique. Et ce n'est pas parce que c'est dit, c'est répété que c'est vrai. Ça va? Donc, la manipulation existe. Les fake news existent. Et donc, il y a des sciences à développer. D'ailleurs, je vous recommanderais à vous les journalistes 2 livres importants. Il y a un livre écrit par un grand sociologue, Edgar Morin, qui s'appelle « La rumeur d'Orléans ». Ça, c'est un livre que tout journaliste devra lire. Vous ne pouvez pas être journaliste si vous n'avez pas lu « La rumeur d'Orléans ». Je peux le prêter à l'un d'entre vous. Il y a aussi un autre livre écrit par un assesseur, n'est-ce pas, de communication de Barack Obama. Il s'intitule « L'anatomie de la rumeur ». Donc, moi, j'ai ces livres-là, je les ai lus. Ça m'a permis, pendant ces 5 semaines de silence, de voir comment fonctionne la société des réseaux sociaux. Comment se crée la rumeur. Par exemple, il y en a qui disent, en français d'ailleurs, la base de la rumeur, c'est quoi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, c'est un axiome fallacieux. C'est ça, les fondations, c'est l'architecture du mensonge et de la rumeur. Ça va? On le dit en français, pas de fumée sans feu, on le dit en Chiluba, donc il faut lire cela. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Quand Umberto Eco dit ça, quand moi je parle de la société, ça nous concerne. Ce ne sont pas les autres, c'est nous tous. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le producteur et de l'autre côté, il y a le consommateur. Le producteur de la rumeur et le consommateur de la rumeur. Et donc, on peut monter une crise artificielle sur base tout simplement de ce qu'Umberto Eco appelle l'imbécilité de la société des réseaux sociaux. Alors, quel est le rôle du ministre José Mpanda? Non, écoutez, le ministre des tutelles, lorsqu'il a été saisi par tout ce qui se disait, a dépêché en Mbujimaï une commission de 3 experts. Un expert de son cabinet, un expert du CAI, du Conseil d'administration des universités, et un expert du secrétariat général à l'ESU. Tous non kassaïens. Tous, donc des gens qui ne venaient pas d'ici. Pour qu'on ne dise pas qu'il est l'oncle de tel ou tel. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui sont arrivés. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont fait leur travail. Quelles sont les accusations et quelles sont? Alors, je ne vous les donnerai pas, mais c'est ça que moi, j'ai donné à ces experts-là comme preuve de ce qui s'est passé. Donc, les faits en matière de gestion, ce sont les chiffres et les papiers. Ce sont les chiffres et les papiers. Parce que je peux aujourd'hui prétendre que moi, recteur de l'université, j'ai donné autant au président de la République, par exemple. Ou j'ai donné autant... Ça, ce sont des déclarations. Ça, ce sont des déclarations qui n'ont de poids, ça va, qu'en fonction de la vérité. Et en matière de gestion, c'est ça. Ça c'est ça le rapport. Hein. Ça, c'est le rapport du travail interne. Les dénonciations ne sont pas venues du dehors. C'est un travail interne fait depuis le mois de juin qui aboutit à ça. Ça va? Donc c'est sérieux. Alors, qu'on ne mêle pas le ministre Mpanda à la résolution d'un problème administratif. Les problèmes administratifs se résolvent dans les bureaux et dans les papiers. Ça ne se résout pas dans les réseaux sociaux. Vous avez constaté que pendant les 5 semaines, j'étais silencieux. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas à se reprocher, on reste en paix. On attend, les faits sont là. Les faits sont ici. Ça va? Les faits sont ici. Et ils sont graves. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir. Ne mêlez pas un ministre à ça. Mais je lui suis reconnaissant parce que j'ai appris qu'il m'a défendu là où on a dit que moi j'étais un Songé placé à la tête de cette université. Que j'étais un étranger placé à la tête de cette université. Là, au moins, pas seulement lui, beaucoup de gens ont été indignés par ces déclarations discriminatoires. Je suis congolais, je peux être partout, je suis congolais.
Et quand j'ai enseigné avant dans cette université, pourquoi on ne m'a pas dit n'enseigne pas ici parce que tu n'es pas d'ici? Donc, doit-on recruter dans cette université seulement des étudiants originaires, que nous, on aille faire notre université chez nous? Il n'y a pas de problème, qu'on le dise officiellement. Mais qu'on évite de mêler des gens. La décision du ministre est fondée sur ça. C'est documenté. C'est plus de 500 pages documentées. Ça va? Je ne vous les donnerai pas et je ne les distribuerai pas sur les réseaux sociaux. Dans le sens de la responsabilité, j'espère que la plupart d'entre nous a sûrement compris. J'ai deux petites questions. Les lettres motives de ce point de presse, c'est tout ce qu'il y a eu autour de ces différentes dénonciations des détournements de fonds au sein de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et parce que vous avez accepté aujourd'hui de prendre la parole après une commission d'enquête qui est passée, vous l'aviez promis, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui c'est quoi le montant exact qui a été détourné au sein de cette institution et c'est quoi la suite de la procédure? On a détourné, on arrête ou bien la justice pourra en quelque sorte prendre en charge le dossier? Merci. Quel est le montant? J'ai vu dans la presse des chiffres avancés, je ne sais pas d'où il les tire. Et le sens, comme je dis, le sens de la responsabilité m'oblige à garder une certaine discrétion. Tout ce que moi j'ai fait, j'ai été soumis à un audit pendant 6 jours par des experts. Ça va? Et cet audit, c'est ça. Et le contrôle continue. Nous travaillons encore avec des banques parce que le vol ne s'est pas fait, le vol s'est fait dans des banques. C'est ça qui est grave. Le vol s'est fait dans des banques. Donc nous travaillons encore avec ces banques-là. Nous-mêmes, nous avons fait un grand travail à l'interne. Ce travail, chaque banque concernée a eu sa part de preuves pour dire voici ce que nous vous reprochons. Voici ce que nous reprochons à votre banque. Nous attendons, donc permettez que... je n'entre pas dans ces spéculations. Les journalistes, parfois, ils donnent des chiffres qu'ils ne maîtrisent pas. Laissez-nous faire calmement notre travail. Quelle est la suite de tout ça? La suite de tout ça, c'est que nous mettons au travail pour poursuivre les rêves et les combats pour une véritable université. Nous avons un nouvel administrateur de budget. Ce n'est pas un étranger à notre université, même s'il est connu dans sa casquette de politique. C'est quelqu'un qui connaît l'université officielle de Mbuji-Mayi de l'intérieur. Il a gravi tous les échelons, il est directeur chef de service et cette fonction, ce n'est pas une fonction improvisée qui lui est attribuée, c'est une fonction qu'il mérite. Les gens peuvent dire c'est parce qu'il est tel. Non, non. C'est un travailleur de l'université officielle de Mbuji-Mayi qui a été choisi parmi d'autres pour occuper ce poste-là. Alors, son avènement, nous l'avons accueilli avec beaucoup de joie. Nous comptons sur son expérience, nous comptons sur sa disponibilité et sur son honnêteté pour donner une chance à cette université. À l'interne, c'est la seule suite que je peux donner. À l'interne, la seule suite que moi je veux donner, c'est travailler mieux davantage, dire « Ah, c'est par là qu'il y avait un trou dont je ne m'étais pas aperçu. » Parce qu'on ne peut pas changer une université en une année. C'est un grand travail. J'ai fait le bilan de ce que j'ai trouvé et de ce que nous sommes en train de faire. Ne pensez pas qu'on a encore tout fait. Il y a encore beaucoup à faire. Et le nouvel administrateur de budget qui est là, il a cette mission-là de nous accompagner dans ce comité de gestion. Il entre avec un nouveau souffle, avec ses valeurs, pour que aucun sou de l'université n'échappe, n'est-ce pas, du service de l'université. Voilà tout ce que moi je peux faire. J'ai quelques questions. Pourquoi vous n'avez pas empêché ces détournements? Parce que l'argent ne sort pas sans votre signature, hormis le contrat de l'AB. Et puis, vos détracteurs vous accusent de précipiter les choses. C'est-à-dire, comme on dit en Tchoulouba, vous avez accordé les cours exclusivement aux professeurs. Aujourd'hui, on est à un mois ou plus
de la fin de l'année académique, mais il y a 2 promotions qui sont à 5 ou 6 cours étudiés. Est-ce un échec? Que direz-vous alors à ces détracteurs? Je cite par la dernière question. L'UEM aura, on l'espère, au bout de 3 ans, une université de 16 auditoires. 16 auditoires, dites-vous, pour 11 000 étudiants. Donc, on a soigné un symptôme et non un agent causal. Et vous, recteurs, vous êtes dessus. Donc, vous acceptez que nous ayons une université qui ne va pas recevoir tous les étudiants. Merci. Je pense que j'ai indiqué 4 voies de détournement. La première voie, c'est la perception frauduleuse des frais académiques payés par les étudiants. En fait, on a dit que tous les étudiants doivent payer à la banque. Et nous, comme université, c'est nous qui devons dire à chaque étudiant, vous nous avez donné autant. C'est là que j'ai parlé d'un problème de compétences professionnelles et de compétences et d'honnêteté morale. C'est-à-dire, nos services n'ont pas été, par handicap technique ou volontairement, capables de produire, de tenir la comptabilité bancaire. C'est-à-dire, tel étudiant a donné autant. Est-ce par limitation technique ou par projet de continuer à certifier ce qu'on appelle l'enrôlement des étudiants manuellement? C'est-à-dire, moi je viens, je dis, et c'est moi qui dis, il a payé autant. Ce n'est pas la banque qui dit. Ce n'est pas la banque qui nous dit l'étudiant a payé autant. C'est un agent qui dit l'étudiant est en ordre. Ça va? Et c'est là que l'étudiant peut... C'est là que commence le trafic. C'est-à-dire, c'est lui qui dit que vous êtes en ordre. Vous pouvez lui donner de l'argent pour qu'il dise que vous êtes en ordre. Ça s'est toujours fait. Ça va? Et comprenez que c'est une dynamique. C'est un travail qu'il faut faire. Ça va? On y est parce que là, nous avons même les résultats que nous avons donnés aux étudiants. On a dit, on donne sans certification d'argent. Maintenant, là, il y a des gens qui sont en train de travailler étudiant par étudiant. Et chaque étudiant sera appelé pour lui dire, apportez-nous vos preuves. Et comme nous savons déjà qu'il y a des réseaux mafieux de fabrication aussi de bordereaux, nous allons vérifier cela petit à petit, étudiant par étudiant. Ça va? Ce sont ceux qui étaient passés par des réseaux mafieux pour être enrôlés. Ils n'ont qu'à s'apprendre à ceux à qui ils avaient remis leur argent. Ça, c'est la première voie. Donc, elle est là. Deuxième voie, justement, celle de fabrication de faux bordereaux. Et là, nous avons travaillé avec l'une des banques qui nous a montré le mécanisme, en fait. Nous-mêmes, on n'y croyait pas. On a dit donc, voyons comment ça s'est fait. Et puis, on a eu des preuves. On a saisi la banque. Et en soi, la banque n'est pas coupable dans ces cas-là. Ce sont des agents de la banque, mais aussi certains cyber qui ont des matrices de bordereaux qui peuvent les fabriquer. Ou même un agent à la banque, il utilise le numéro d'une opération qui a eu lieu en 2020 ou 2021. Il vous l'imprime, vous avez un papier conforme de la banque que vous venez présenter à l'université. En fait, non, ce n'est pas l'étudiant qui devait venir à l'université dire « j'ai payé autant ». C'est nous, en gérant nos comptes, qui devions dire à l'étudiant « vous avez payé autant » et nous devons le vérifier. Ça va? Donc là, il y a donc... Alors, quand les étudiants amènent de bordereaux, alors il faut avoir un œil expert, c'est-à-dire le papier est identique. Comment est-ce que le contrôleur va savoir s'il est vrai ou s'il est faux? Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est vérifier sur le compte. Tel étudiant, telle opération, elle est correcte ou pas? Et là, nous découvrons que cette opération ne figure pas sur notre compte. Et quand on va à la banque nous dit, non, ce bordereau appartient à l'étudiant tel, de l'année telle. Il y a même un étudiant qui a, lui, tout payé. C'est-à-dire, lui, il était à la banque, il voulait payer et il y avait beaucoup de gens. Et quelqu'un de notre université est sorti lui dire, je vais vous aider, donnez-moi votre argent. Il a donné tout l'argent, monsieur est entré et au bout de 10 minutes, il lui a apporté le bordereau. Lui, il est venu tout content à l'université
Et il lui a même donné 3 000 francs de bonus. Ça va? Et il était tout content. Mais maintenant, quand nous passons au contrôle, nous voyons que tout l'argent qu'il a payé là, c'était de faux bordereaux. Ça va? Et lui, il nous a indiqué qui est l'agent qui lui a fait ça. Donc il y a toutes ces voies-là. Maintenant, il y a d'autres voies. D'autres voies, c'est des complicités au sein des banques. Au sein. Ça, c'est-à-dire, même la signature du directeur, il peut donner l'ordre pour telle opération, mais quand on vous envoie le relevé, par exemple, dans un cas, on dit transfert interne, d'un compte de l'université au compte de l'université. Mais quand nous ouvrons, ça va, nous ne voyons pas où est-ce que cet argent-là est parti. Quel est le compte de l'université qui a reçu? Alors, quand nous attaquons, nous vérifions, on se rend compte que l'argent est entré dans le compte d'un privé. Mais l'écriture que vous a envoyée la banque, c'est d'un compte de l'université au compte de l'université. Mais le bénéficiaire, c'est quelqu'un d'autre. Et interpellé, bon, je ne vais pas parler des individus. Ils pensent que tout le monde vole. Et là, vous travaillez sur base de confiance. C'est-à-dire, il n'y a que les voleurs qui sont soupçonnés. Quand quelqu'un est voleur, il est soupçonné. Quand vous ne l'êtes pas, vous tombez dans la naïveté de croire que tout le monde ne vole pas. Et vous pensez que les gens ont une conscience droite, que des gens sont corrects. Mais là, vous vous rendez compte qu'ils ont une longueur d'avance sur vous. Ça va? Donc, c'est ça que je peux dire. Alors, vous me parlez de la question des assistants. Je vais quand même vous donner... J'ai effacé le nom. Hein. Vous pouvez distribuer aux journalistes ces papiers. J'ai effacé le nom. Dans une université, ce sont les profs qui enseignent, ce ne sont pas des assistants. Et ici, nous faisons même une exception en disant, comme on n'en a pas encore assez, hein, nous acceptons des assistants et des chefs de travaux avec diplôme d'études approfondies. Parce qu'ils ont déjà une certaine spécialisation. Mais dans une université sérieuse, un assistant, c'est un assistant. Il assiste au cours. Ce n'est pas une injure, c'est une étape dans la carrière. Alors, vous lisez vous-même ce texte, n'est-ce pas? Oui. Il est écrit par quelqu'un qui a été assistant à l'UEM et qui a assuré des cours jusqu'en 2e année de licence, qui a dirigé des TFC et des mémoires. Dites-moi si, après la lecture de cette lettre, vous pensez que j'ai mal fait de retirer le mandat à 94 personnes qui avaient ce niveau-ci. À vous de répondre, ça va? Maintenant, cette histoire de... Écoutez, à l'université officielle de Mbuji-Mayi, les cours se donnent bien. Il y a déjà des facultés où on est autour de 90%. Il y a des facultés où on est autour de 80%. Il n'y a aucune faculté en deçà de 50% des cours assurés. N'oubliez pas qu'on a commencé les cours fin mars, début avril. Ça va? Et nous dépendons de qui? Nous dépendons des professeurs visiteurs. Parce que notre université n'a que 36 professeurs propres, dont près de la moitié ne vit même pas ici. Ils vivent en Europe. Ils viennent parfois pour des plans, comme nous avons encore le terrain, et que nous allons entreprendre des démarches pour que nos voisins acceptent qu'ils puissent nous laisser le terrain. Et, je suis d'ailleurs très heureux de la nomination du nouvel abbé, parce qu'au niveau, dans l'administration publique, il était dans le domaine du foncier. Je lui avais déjà même posé le problème. Mais comme Maman Longa Moussouamba partait déjà, et Kabeyamachi avait entré, il m'avait dit, patientons, comme c'est un temps de transition, nous allons nous en occuper. Comme il est déjà dans la maison, il va nous aider à appuyer l'administratif dans ces démarches-là. Maintenant, l'entreprise qui est installée ici, donc le Premier ministre a demandé que nous prépare un complément pour un budget d'abord, hein, pour 59 auditoires, qui viendrait avec les 16, ça nous ferait 65, et faire un plan d'occupation de terrain. Donc on est cela, qu'on sache quel est le chiffre, et nous ferons le lobby. Mais attention, nous ne pouvons pas être ingrats. C'est la première fois dans l'histoire du Congo
que l'État congolais construit une université dans l'espace du Grand Kasaï. La première fois, depuis 1885. Au lieu de commencer à nous plaindre là-bas, c'est seulement 16. Non, non, non. Réjouissons-nous d'abord de ce que nous allons avoir. Nous disons merci aux autorités qui se sont sacrifiées, mais nous leur disons, nous reviendrons encore frapper à la porte pour qu'ils puissent nous aider. Nous allons prendre qu'il distille encore des informations telles que ces agents accuseraient de moi d'arriéré. Est-ce vrai? Je vous remercie. Il faut respecter la souffrance. Quand quelqu'un est dans une situation de souffrance, il faut compatir. Il ne s'est pas déplacé pour aller jouer, mais parce qu'il est en train de gérer une situation de maladie dans sa famille. Et nous le savons. Et lorsqu'on le sait, c'est toujours mauvais de devoir cracher sur la souffrance d'autrui. C'est tout ce que je peux dire. Ayons du respect pour la souffrance d'autrui. Qu'on reconnaisse ça d'abord. Et puis, ceux qui racontent, ce sont dans les réseaux. Demandez à nos agents, on a fait un effort. Demandez-leur, on a fait un effort. Beaucoup touchent en un mois ce qu'ils touchaient en une année. C'est-à-dire, en un mois, ils touchent tout ce qu'ils touchaient pendant une année. Et de manière parfois incertaine. Ça va? On a fait cet effort-là. Nous sommes parfaits? Non. Nous avons nos erreurs, nous avons nos limites. Nous continuerons à nous battre pour améliorer les conditions de vie de notre personnel. C'est tout ce que nous faisons. Monsieur le recteur, moi c'est monsieur Raphaël, appelé souvent Contre-Mire. Contre-Mire. Je voulais revenir à la page 5.6. Vous avez parlé de 94 assistants remerciés à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Selon les informations à ma possession, parmi ces assistants, il y a des autres que le ministre national vient de nommer comme les chefs des travaux. Comment comptez-vous mettre fin à cette situation? Parce que sur place, je vois que vous venez de distribuer les documents aux journalistes, dont les assistants là, ils ont été écrits, et maintenant, ils se retrouvent comme chefs des travaux. Deuxième question, je voulais poser cette question dans notre langue, parce que j'ai suivi que vous êtes en Belgique. Banoni, Bakou Université officielle de Mbuji-Mayi. Bakadi Bijimu, Djikoumi, Bitano, Bisambo. Kapatuba, je voulais élever de côté tout. Badipende pas que Bijimu une attestation de réussite. Une attestation, ben moi, vous fabriquez na chemin gilet beaucoup de monde. Comment est-ce que vous voulez tout y avoir non? Nous avons UR. Vous devez le mettre caille ou abalonia, bah être pour élever de côté. Bon, du monde doit beaucoup développer et rester officiel en Mbuji-Mayi. Je crois un ou deux qui ont été nommés chefs de travaux. Un seul qui a été nommé chef de travaux. Écoutez, nous sommes légalistes, nous respectons la décision de l'autorité. Cette personne à qui on avait retiré le mandat, non pas parce qu'elle déméritait, ce n'est pas que la personne déméritait, la personne remplissait les conditions il remplissait les conditions pour être un assistant. Mais seulement, selon nos critères, il n'était pas disponible parce qu'il travaillait dans une autre entreprise. Donc c'était par manque de disponibilité. Il n'était pas disponible. Le ministre l'a nommé, il est venu nous voir, il nous a dit qu'il est disponible, qu'il a déjà mis fin à ce contrat-là. Nous l'accueillons avec joie. Donc, lorsque le ministre a parlé, il a tranché. Mais son dossier, ce n'est pas une personne qui a été nommée irrégulièrement, c'est une personne nommée régulièrement. Parce que son dossier a suivi le processus. Donc, il avait, avant que nous on lui retire le mandat, son dossier avait été déjà introduit au CAI, qui a siégé, qui a statué, donc nous acceptons. C'est une personne bien formée, qui remplit les conditions, qui ne ressemble pas à ça, et qui a sa place à l'université. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous l'accueillons. S'il vient enrichir notre corps scientifique, il est bienvenu.
Nous attendons que la notification de sa promotion lui soit faite bientôt. C'est un membre de notre communauté. Donc là, c'est avec beaucoup de gens. D'autres, si le ministre le fait, moi je m'incline. Je ne suis qu'un mandataire qui exécute les ordres de ses chefs. Parmi ces gens-là, parmi ceux qui n'ont pas, ceux à qui on a retiré le mandat, il y avait par exemple beaucoup de gens qui travaillaient ailleurs ou je ne sais pas quoi, mais il y a une mission qui demande une disponibilité. Nous avons besoin des assistants, nous avons besoin des chefs de travaux, nous avons besoin des professeurs. Et rapidement, et l'opportunité de venir. Alors, relever des codes et tout ça, je crois que j'ai abordé la question de manière un peu, en parlant déjà de la dette de près de 5000 diplômes. C'est-à-dire, des gens ont étudié dans cette université, ils ont payé de l'argent, ils n'ont jamais reçu leur diplôme, parce que leur argent n'a jamais servi à leur donner leur diplôme. Nous sommes en train de régulariser, ça fait à peu près 5000 diplômes. 5000 diplômes, ça veut dire, vous multipliez fois $135 par personne. Alors, faites le calcul, vous pouvez voir quel est le montant qui n'est pas allé au diplôme. Vous faites 5000 diplômes fois $135 à peu près. Ça va? Donc, est-ce que nous, comme université, on a la capacité de faire? Non. Tout ce qu'on leur a demandé, c'est de nous donner à nous les frais qui nous permettent de leur acheter le formulaire, donc le papier, l'imprimer des valeurs, et de mener des démarches. L'université assume d'autres frais. Tout ça, c'est un passif qu'il faut gérer sans pleurnicher, sans crier sur d'autres personnes. Alors, il se pose, j'ai parlé des archives qu'il faut reconstituer. On est en train de le faire. Il y a un grand travail qui est fait par nos archivistes. Ils sont en train de reconstituer, parce que vous pouvez venir demander, j'ai besoin de me relever de telle année. On ne les trouve pas. J'ai besoin de décisions de telle année. Vous ne trouvez pas. Dernièrement, il y a un prof qui voulait solliciter son éméritat. Il demandait la décision. Menée justement sur les réseaux sociaux. L'ancien administrateur du budget a été soutenu par certains enseignants. Je ne parle pas des assistants qui ont été chassés pour diverses raisons, mais des enseignants qui, durant toute cette période, ont vraiment excellé dans la diffamation et même dans l'intoxication de certains étudiants en diffusant des tracts et autres documents sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, que vous êtes régaillardi par la décision du ministre, d'aucuns craignent que ces enseignants qui ont soutenu l'ancien abbé subissent le retour de la manivelle. Que répondez-vous? Il faut vivre d'abord en fonction de votre conscience. Vous êtes ce que vous êtes devant votre conscience. Vous n'êtes pas ce que tel dit de vous. Ça va? Au moins, ce qui est intéressant, c'est que positivement, ils ont aidé à ce que beaucoup de gens me connaissent. Ça a pris. Ça va? Moi, je ne savais pas que les députés me connaissaient, je ne savais pas que les députés ministres pouvaient se disputer à cause de moi. Donc, ça m'a fait la même une publicité. Ça va? Donc, ça m'a fait la même publicité. Les gens m'ont écrit de partout. J'ai appris que beaucoup de gens m'aiment. Ça va? Des gens m'ont appelé de partout. Donc des pays africains, du Canada, des États-Unis, d'ici. Hier, j'ai reçu chez moi quelqu'un que je ne connais pas qui est venu me saluer. Ah, il est venu. Papa, j'ai suivi ça, je suis venu seulement vous saluer. Courage. Ah, donc, il ne faut pas toujours voir les choses de manière négative. Et comme prêtre, je l'ai dit, n'est-ce pas, dans l'édition, pour dire, voici la véritable université. C'est à ça que moi je vais travailler pendant le temps que Dieu voudra, pendant le temps que l'État voudra, je travaillerai seulement à ça. Et celui qui va me remplacer sera jugé en fonction de moi. Parce que nous avons marqué une transition. On a déjà indiqué où il faut aller. Si quelqu'un revient ici, il supprime par exemple l'anonymat, tout le monde va griller sur lui. Ça va? Si quelqu'un revient ici, il ne paye pas les gens chaque mois, tout le monde va crier sur lui. Ça va? Donc, qu'on sache que nous avons conditionné l'avenir de cette université. C'est ça le grand ouvrage que nous, on aura fait ici. On a marqué le pas, c'est tout. Si quelqu'un vient ici, il vole,
Ça va? Qu'il sache qu'il ne peut pas compter sur moi. Donc, c'est ça ce qui s'est passé. C'est-à-dire, moi je peux partir aujourd'hui de cette université, mais mon passage aura signifié ça. Si quelqu'un vient ici et donne des cours à des assistants, les étudiants vont refuser. Ça, c'est déjà un acquis. Ça va? Donc, si quelqu'un vient ici, veut faire marche arrière, il aura les gens contre lui. C'est tout ce que nous faisons ici. Ça va? Moi et mon cabinet et mon comité de gestion, nous ne faisons que ça. Dire, université chèrement acquise, voici la voie pour être la véritable université. C'est tout ce que nous, on fait ici. Celui qui viendra après moi, dès qu'il touche à des choses acquises, il aura toute la communauté contre lui. Donc moi, jusqu'à présent, je n'ai pas d'arriéré. Ça va? J'ai amélioré. Si quelqu'un vient, il coupe, il aura des problèmes. Ça va? Si par exemple, profitant de ces circonstances, les gens commencent à faire d'un réseau interne et externe qui a été démasqué, un réseau de vols, de frais académiques et tout ça, qu'est-ce que le comité de gestion compte faire, n'est-ce pas, de ces réseaux? Bien évidemment, l'administrateur du budget a été mis hors d'état de lieu par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, mais que dire des agents donc de l'université, des agents de finances, de l'administration du budget, de l'université qui ont été complices dans cette chaîne de détournement des fonds de l'université. La deuxième question, vos détracteurs, mettent en branle ou affirment que votre projet, le projet d'Ipuma, est devenu désormais le fournisseur des services, les fournisseurs de meubles et des équipements à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Si cela est vrai, vous ne pensez pas qu'il est bon de recourir à d'autres fournisseurs plutôt qu'à votre propre projet? Merci beaucoup. Des personnes compétentes et qui parfois, pour telle raison, n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on ne leur a pas accordé l'occasion. Donc voilà, c'est ça ce que moi je sais du personnel de l'université. Et donc, ne jugeons pas, ne condamnons pas. Respectons les personnes. Elles sont là, elles font partie de notre université, ça va, et elles vont travailler dans notre université. Donc nous sommes une famille. Dans une famille, il peut y avoir des moments de malentendus, de je ne sais quoi, mais nous continuons à être cette famille-là. C'est ça ce que moi je peux dire. Donc respectons toutes ces personnes-là. Ne condamnons personne sans preuve. Ça va? Sinon, on entre dans le règne de la suspicion, et le règne de la suspicion, c'est le règne des rumeurs, c'est le règne de ceci. Donc, essayons de respecter ça. Alors, vous touchez une question importante par rapport aux fournisseurs. Je pense que c'est tout simplement de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort les choses de leur contexte, on peut en faire n'importe quoi. Il y a une phrase que nous, les philosophes, nous connaissons, qui dit « Un texte sans contexte est un prétexte ». Ça va? Un texte sans contexte. Comme il y a les réseaux sociaux. Moi, j'étais en voyage. Les étudiants, tous les étudiants ont mon WhatsApp. Ils m'envoient des messages, des photos où ils sont debout en train d'étudier. Ça va? Donc ça devient un problème qu'il faut résoudre. Et il faut donc qu'on achète des chaises, il faut qu'on loue des chaises à l'AMIBA, il faut qu'on fasse ceci, cela, qu'on demande des chaises par-ci, par-là. Et mes collaborateurs, sans m'informer, je peux sortir le chat où je leur reproche d'avoir pris cet engagement-là sans m'informer. Et l'un des collaborateurs m'écrit en privé en disant « Quand ils ont fait ça, moi aussi je n'étais pas là, j'étais à Kinshasa. » Ça va? Et un autre insiste en disant « Répondez à la préoccupation de l'abbé recteur. » C'est comme ça que je leur dis « On arrête cette commande-là. » Parce que des gens peuvent penser qu'il y a un conflit d'intérêts. Ça va? Mais qu'est-ce qu'eux ont fait? Ils ont dit « Dans les circonstances actuelles, qui peut nous donner les bancs à crédit pour qu'on résolve ces problèmes? Parce que les chaises, les étudiants les volent aussi. Ça va? À Don Bosco, là-bas, en un mois, on a volé 82 chaises. Alors, 82 chaises fois $20, ça fait $1640. $1640, si vous fabriquez des bancs qui pèsent, qu'on ne vole pas, vous avez sécurisé.
Si on vole chaque mois 1000, pam, pam, pam. Donc, c'est comme ça qu'eux, ils ont décidé. Ils ont décidé pourquoi? Je crois de bonne foi, sans arrière-pensée. Parce que certains d'entre eux ont équipé leur maison avec du meuble fabriqué dans la menuiserie, qui est une menuiserie industrielle. Ils ont commandé. Ça se commande partout. On est même dépassé par la commande. Là, nous devons faire du meuble pour 40 écoles. On est dépassé. C'est pas un besoin. Ça c'est une petite commande, ça. Elle est ridicule. Ça va? C'est une petite commande par rapport à ce que je dois produire. D'ici janvier, je dois équiper 40 écoles. Ça va? Donc, ça a été une démarche qu'ils ont faite. Parce que, dans leur propre maison, ils ont ces meubles-là, ils l'ont fait de bonne foi. Et ça a été parlé de bonne foi. Et quand j'ai appris, j'ai dit, arrêtez-moi ça. Ils avaient commandé 2000. Moi, je dis, comment est-ce que vous avez fait ça? Je peux vous sortir le chat, où tous les membres du comité de gestion, nous décidons, nous disons, arrêtons ça. Et là, les autres, bon, tous, je peux les sortir, mais je ne les sors pas. Je ne les mets pas. On n'est pas à ce niveau-là de navigation dans la vie. Ça va? Donc, c'est ça qui s'est passé. De bonne foi, ils l'ont fait et je ne leur ai reproché. Ça va? Et c'est comme ça qu'on a dit, on arrête ça. Alors j'ai appris, à quoi ça va servir ces bancs-là? Parce qu'on construit ces auditoires. Nous avons besoin de 65 auditoires. Et ces bancs-là, depuis qu'on les a placés en Don Bosco, on n'a pas perdu de chaises. Et les bancs sont toujours là, on ne les a pas cassés. Et ils sont solides, allez les voir. Ça va? C'est-à-dire, en termes de gestion, écoutez, c'est pas ici. Ça va? C'est pas ici. Donc on peut... Bon, c'était la dernière question, je crois. Bon, je sais que ce n'est pas la fin de la guerre. Les gens ont leur... Ne pensez pas que ça fait partie... Ça a été un petit... Non, ça fait partie d'un plan. Il y aura probablement une autre phase. Ça va? Ce sont des épisodes. Ça, on vient de terminer ça. On aura l'autre épisode bientôt. Je suis sûr que dans quelques jours, il y aura l'autre épisode. Ça va? Il y aura l'autre épisode. Soyez toujours attentifs. Le problème, souvent, ce n'est pas l'université. Le problème, c'est le poste. Et comme on dit que c'est un mousson, un étranger qui est venu prendre notre poste, bon, c'est légitime. C'est légitime. C'est légitime d'après eux, quoi. Mais moi, je suis là et je vais continuer à servir mon université.